Un disque dur avec... c'est quoi le disque dur? C'est pour stocker des données. Il est où? Il est juste là, c'est celui-là. Lui. C'est vrai, c'est un disque dur. Je pense que c'est un processeur avec une carte mère là-dedans, vu qu'il y a un refroidissement avec ventirad. C'est un petit peu plus qu'un processeur. C'est même carrément un petit ordi. Ah oui, une Arduino. Ah ouais. Alors c'est quoi? Vous connaissez ces trucs? Processeur. C'est pas un Arduino. C'est pas... comment ça s'appelle? Un Raspberry. Un Raspberry, voilà. Ça aussi, un Raspberry. C'est un Raspberry? C'est pas la même génération, mais ça n'est un. Tout ça, c'est la maquette, mais en fait, c'est ce qui fonctionne en vrai de l'expérience dans laquelle vous êtes rentré depuis que vous avez passé la porte, en fait. Ouais. Donc ici, je vais vous montrer un petit peu comment on est capable de capter des données et puis ce qu'on peut en faire. Pour capter ces données, je me suis mis dans la situation où on pouvait faire ça à la maison, en fait. Donc quand j'ai besoin d'internet. Enfin, j'ai besoin du réseau. J'ai pas besoin de temps d'internet, mais j'ai besoin d'un réseau informatique. J'ai besoin d'un réseau Wi-Fi. Qu'est-ce qui vous donne le Wi-Fi à la maison? La box. La box, c'est elle. Cette box, elle me permet de connecter tous les équipements de la maison. Les équipements de la maison, il y a tous les capteurs, on verra après. Et puis il y a aussi d'autres ordinateurs qui vont me permettre de stocker toutes les données des capteurs que je vais relever. Et donc ça représente un ordinateur qui va me permettre de stocker mes données. Okay. Donc vous l'avez bien identifié, il y a le disque dur, c'est là-dedans que toutes les données vont être stockées. Et cet ordinateur-là, il a plusieurs rôles. Le premier, c'est de faire ce stockage. Le deuxième, c'est de permettre l'affichage de ces données pour les mettre en forme. Et le troisième, c'est de permettre de prendre des décisions en fonction de ces données pour faire des actions. Et on verra tout à l'heure quelles sont les actions qu'on peut faire. Il reste une dernière boîte ici. Cette dernière boîte, en fait, elle sert... je vous le dis pas tout de suite. Ce qu'on va voir aujourd'hui, ce sont des objets connectés. Donc il y a deux types d'objets connectés. Il y a les objets connectés qui vont capter l'information. On appelle ça des capteurs. Puis surtout, il y en a d'autres qui vont permettre d'agir sur l'environnement. Il y a toutes sortes de trucs qu'on va pouvoir faire. Et ceux-là, on va les appeler des effecteurs, parce qu'ils vont avoir un effet en fait. Alors ça peut être quoi? Ça peut être par exemple des moteurs, ça peut être des relais, ça peut être des pompes hydrauliques, des choses comme ça. Ou tout simplement, ça peut être des lampes. Ces lampes que vous avez devant vous, en fait, ce sont des lampes connectées. Et c'est à ça que sert en fait la troisième petite boîte là-haut. C'est faire le lien entre ma box et les lampes pour que je puisse leur envoyer des commandes. Donc j'ai mis des capteurs dans la pièce. Et depuis lundi, en début d'après-midi, que ces capteurs ils sont là. Et puis ils captent. Toutes les secondes, ils captent quelque chose. Et toutes les secondes, il y a quelque chose qui est enregistré. Vous les voyez ces capteurs? Ouais. À chaque angle de la pièce. Ces capteurs, je suis capable de capter justement Les mouvements, la luminosité de la pièce, je pense, ouais. Sombre ou allumé, Ouais. et la température. Ouais. C'est les trois choses, ouais. Les sons. Ouais, le son. Les ondes. Les ondes. On est capable d'avoir quelque chose qui va détecter le niveau de radiation ou d'onde dans un lieu. Effectivement, ouais. Donc effectivement, vous avez raison, on est capable de capter ça. On est capable de capter... Bonjour. Il y a encore des chaises. Allez-y. On est encore capable de capter plein d'autres choses. Hein. Par exemple, vos téléphones ils sont capables de capter tous les mouvements que vous allez faire. C'est pas grâce à un gyroscope, je sais pas si c'est ça le nom. Alors le vrai, c'est pas loin parce qu'en fait on l'appelle gyroscope, une espèce d'abus de langage. Le vrai nom c'est gyromètre. Et associé au gyromètre, en général, on a aussi un accéléromètre. Donc le gyromètre, ça permet de détecter quoi? Mouvement. On a quel type de mouvement? C'est des mouvements bien particuliers. C'est pas comme, je sais pas comment dire. Ouais, en fait, c'est des mouvements de rotation. Ouais. C'est comment est-ce qu'on va faire tourner et à quelle vitesse, avec quelle accélération, angulaire en fait, notre téléphone va bouger. Contrairement à l'accéléromètre, lui, c'est des accélérations linéaires. D'accord? Donc c'est comment est-ce que je vais sauter tout ça. Enfin, et donc grâce à ça, on peut faire des centrales à inertie, on peut piloter des drones, on peut faire des jeux super chouettes sur nos téléphones. Donc les informations que je capte, effectivement, je vous voyais un petit peu zioter tout à l'heure pendant que vous me répondiez, mais elles sont affichées sur l'écran, je vais le mettre ici, comme ça je ne cacherai pas. Il y a la température moyenne de la pièce, donc en fait c'est la moyenne de tous les capteurs qui sont là. Actuellement, on est à peu près aux alentours de 21 degrés. Il y a l'humidité aussi dans la pièce.
L'humidité, c'est le pourcentage d'humidité. Alors c'est de l'humidité relative, ça va vraiment dépendre de la température, mais ça donne une idée, quoi. Voilà. Donc la température, les capteurs que j'utilise, ils donnent une valeur en degrés, ils ont été calibrés à l'usine et c'est à peu près fiable. Le pourcentage d'humidité, c'est pas trop mal, c'est aussi, bon, c'est un pourcentage, on peut à peu près s'y fier. Ensuite, il y a un niveau sonore dans la pièce. Donc le niveau sonore dans la pièce, vous savez en quoi on mesure en général les pressions sonores? Décibels, non? Effectivement, c'est les décibels. Alors, avoir des décibels, c'est, enfin, avoir des micros qui soient capables d'être interprétés comme des décibels, c'est un petit peu difficile. Avec le matériel que j'ai, j'en suis pas capable. Donc, ce que j'ai, c'est juste une information entre 0 et 1, qui me dit 0, c'est vraiment hyper silencieux, et 1, c'est un super bruit, un gros brouhaha dans la pièce. Et ça permet de donner une idée. Donc, vous voyez ici, et 9h30 à peu près, ouais. Donc une grosse heure d'affiché. Tout ça c'était ce matin, hein, il n'y avait personne ici, donc c'est à peu près le niveau, il n'y a pas grand chose. Là, vous voyez, il y a des pics qui arrivent. Bah, là c'est moi ce matin quand j'ai dû ouvrir la porte pour la première fois pour voir si tout fonctionnait encore. Et là c'est sans doute quand on est rentré tout à l'heure, hein, ça fait un petit peu plus de bruit, mais voilà. Et ensuite, ben, vous l'avez dit aussi, il y a la lumière. On est capable de capter des niveaux de luminosité. Pour le son, on a dit que c'était les décibels. Vous savez ce que c'est pour la lumière, les unités en général? Ouais. En lumière? Ouais, les lumières. Il y a aussi le candela. Hein, le candela ou la candela en italien, c'est une bougie. Alors, le truc, c'est que mes capteurs non plus, ils sont pas calibrés vis-à-vis de cette unité physique. Donc, j'ai décidé d'avoir une palette, en fait, qui va me donner entre 0 et 2000 à peu près, 2048, une valeur avec 0 où on est dans le noir et 2048 on est vraiment écrasé sous le soleil. Voilà. Donc aujourd'hui, ce matin c'est un peu brumeux tout ça, encore on est un peu dans la pénombre, donc on est à peu près à 9. On verra si on peut faire augmenter ça tout à l'heure. Alors peut-être que vous avez été sensibilisé à ça. Ces courbes ici, faut faire attention quand on les regarde parce qu'elles peuvent être trompeuses. Il faut vraiment faire gaffe à la façon dont les axes sont représentés. Ici, sur la température, bon, en abscisse c'est toujours le temps, donc pas de problème. En ordonnée, vous voyez ici c'est linéaire, on a 0, 20 et puis le même espace entre 20 et 40, c'est 20, d'accord, voilà. Pour le pourcentage d'humidité, c'est pareil. Hein. Par contre, ici, vous voyez les traits, ils sont serrés, puis ils s'écartent, puis ils se resserrent, puis ils s'écartent, puis ils se resserrent. En fait, c'est pas une échelle linéaire ici, c'est une échelle logarithmique. Vous voyez la tête d'un logarithme, la fonction logarithme, vous avez vu ça? Hein, c'est une fonction qui au 0, un x est à moins l'infini. Elle monte très rapidement jusqu'à arriver à 0 à la valeur 1. Et ensuite, elle va monter tout doucement, tout doucement, tout doucement. Et c'est des échelles qui permettent de représenter des grandes variations de valeurs avec peu d'espace vertical, en fait. Voilà. Et donc, on a l'impression que ça bouge pas beaucoup, mais en fait, ça bouge beaucoup parce que si on le passait en linéaire, ça ferait des grands pics, des pics beaucoup plus grands. Donc, ça écrase un petit peu tout ça. Donc, il faut faire attention à la façon dont on interprète les courbes quand on les voit. C'est super important. Ici, j'ai aussi un autre truc que je capte, c'est le mouvement. Alors ce boîtier dont je vous parlais tout à l'heure, il a un petit capteur ici devant, là, un petit capteur rond qui est un capteur de mouvement. Donc normalement, si je m'agite un petit peu devant, au bout d'un moment, on devrait y avoir des pics arriver, mais le fait qu'il n'y en ait pas, bon, il doit être un petit peu fatigué ce matin. Là, actuellement, les capteurs qui sont autour de vous, ils remontent leurs informations toutes les secondes à peu près. Les informations, alors ça va dépendre des capteurs, mais en gros, ils ont... alors, ceux qui relèvent le son, ils ont que le son. Parce qu'en fait, relever le son, ça demande pas mal de temps au processeur et il ne peut pas trop faire autre chose. Et ceux qui relèvent les autres grandeurs, mais ils ont tous en gros température, humidité, lumière. Et il y en a un en plus, celui qui est sur la table, qui a accélération et magnétomètre. Le magnétomètre, en gros, c'est une espèce de boussole numérique. Donc ça permet d'indiquer le nord vaguement. Et à chaque fois, pour chacune des valeurs, c'est une grandeur. C'est pour chaque valeur, on va dire, c'est 4 octets qui remontent. Donc 4 octets, c'est pas énorme. Hein. Mais bon, le truc, c'est que le disque dur, quand même, lui qui stocke les valeurs de une dizaine de capteurs toutes les secondes, chacun des capteurs remontant 5-6 valeurs, ben ça commence à faire. Hein. Voilà, au bout d'une année, j'aurai quelques gigaoctets.
hein, mais c'est intéressant d'avoir tout ça, de pouvoir le conserver pour l'analyser ensuite. Et donc, ces données que je capte, ben, je les capte pas pour le plaisir. C'est-à-dire que je les capte, comme vous avez dit mon collègue tout à l'heure, pour qu'eux ils puissent en faire quelque chose. Et vous allez voir dans les autres ateliers ce qu'ils vont pouvoir en faire. Et moi ici, je vous ai fait un petit truc où j'en fais quelque chose. Donc je vous ai parlé des capteurs, je vous ai parlé des effecteurs, et je vous dis que les effecteurs dont je disposais ici, c'était ces lumières. Et chacune de ces lumières, elle est associée à une des grandeurs qui sont là-haut, donc température, humidité, niveau sonore, lumière. Il y en a une qui doit capter le son alors. Ouais, c'est laquelle? Bah, c'est celle qui s'allume plusieurs fois, je dirais que c'est. Qui s'allume d'un coup, j'aurais dit que c'est celle-là, voilà. Celle qui est en train de s'allumer. On fait une hypothèse alors. Bah, pour moi, ça aurait été. D'accord. Est-ce qu'on peut vérifier cette hypothèse? Oui. On fait du travail de recherche. On a une hypothèse, on vérifie l'hypothèse. Comment on pourrait vérifier? En allant devant le capteur de son et mettre un gros son, et voir si ça s'illumine fort ou pas. Bah ouais, on pourrait faire ça. Bah allez, vas-y. Ah! Ça recommence? Ah! Ouais, c'est dur. Il n'y en a qu'un en fait, et c'est tous qui sont captés. Est-ce qu'on essaie de faire tous du bruit ensemble? Oui. Allez, on essaie de tous de taper dans les mains en même temps. Allez, 2, 3. Silence, on fait grand silence. Ouais. Merci. C'est elle? Ouais. Oui. Voilà. Merci pour vos applaudissements. Ouais, donc celle-là, elle était facile. Parce qu'on arrive vite à faire du silence, on arrive vite à faire beaucoup de bruit, et on arrive vite à faire réagir nos lampes. Les autres grandeurs, elles sont plus difficiles à détecter parce que, ben, comme vous savez, changer la température dans une pièce, ça va prendre plusieurs minutes. Le taux d'humidité aussi, ça va prendre du temps. La lumière, on peut faire des choses. On peut essayer avec la lumière, peut-être on peut arriver à faire des choses. Ouais. Comment on pourrait tester? On allume? On essaie d'allumer. Ah si, il y en a une, il faut la connaître. La rouge là. C'est la jaune. Ouais, c'est la jaune. C'est la jaune aussi? J'ai l'impression qu'elle n'avait pas bougé. Elle a peu bougé, hein, mais alors le problème c'est qu'en fait, elle est asservie à l'envers, c'est-à-dire que au plus il y a de lumière, au plus elle s'éteint, et au moins il y a de lumière, au plus elle s'allume. Alors on va rééteindre pour voir si ça change vraiment. Hein, puis il faut un petit peu de temps. Ça marche? Ok. C'est la jaune, c'est la jaune. D'accord. Alors en fait, je l'ai conditionné à un seul des capteurs qui sont dans la pièce. C'est celui qui est à droite de la petite maquette là-bas. S'il y en a un d'entre vous qui a son téléphone avec la lampe dessus, on peut le faire agir plus rapidement. Si tu mets de la lumière juste sur la petite plaque rouge, elle s'éteint. d'accord, tu vois, ça s'éteint complètement et on revient. Voilà. Donc on en a deux, on a le vert pour le son, enfin le vert qui bouge, parce que là il y a un vert qui bouge. On a le jaune pour la lumière. Les autres, vous imaginez quoi? Je pense que déjà, pour la température, ça va avec l'humidité. C'est vrai, la température et l'humidité, en fait, c'est lié. C'est-à-dire que l'humidité, elle va, pour un taux d'humidité constant, le pourcentage relatif d'humidité va varier avec la température. Et le truc, c'est que les capteurs dont je dispose, c'est des capteurs qui font les deux. C'est-à-dire sur les plaques, ils font capteur de température et d'humidité, ces petits modules. Voilà, alors ils sont pas très précis, mais ils nous permettent d'avoir l'information qu'on a envie d'avoir. Il y en a un pour l'humidité et un pour la température des modules. Alors, je vais vous les donner. Hein. Celui pour la température, c'est celui-là. Et celui pour l'humidité, c'est celui qui est là-bas. Qu'est-ce que c'est qui va émettre de l'humidité, en fait? Pourquoi il y a de l'humidité dans cette pièce? Il y a nous déjà. Ouais, il y a nous. On est tout le temps en train de doucement transpirer, même si c'est pas un gros foot, mais notre corps, il y a une sudation constante. Et on se déshydrate en fait, hein. Normalement c'est normal, c'est notre processus de vie, donc c'est pour ça aussi qu'il faut boire. Mais du coup ça modifie le pourcentage d'humidité dans l'air. Pour le modifier, je vais souffler dessus. Parce qu'en fait, quand je vais souffler, mon air que je vais expirer, il est chargé à l'humidité. Et on va voir laquelle change. Donc il faut le faire un petit peu longtemps. C'est laquelle? Le bleu. Ouais, c'est la bleue. C'est des grandeurs qui varient vachement doucement, donc il faut du temps. Alors pour la température, je vais faire pareil. J'ai un souffle, je vais essayer d'avoir un souffle chaud. C'est la rouge. C'est effectivement la rouge. Voilà.
Donc vous aurez vu jaune pour la lumière, bleu pour l'humidité, rouge pour la chaleur. Quand vous avez fait bouger le boîtier là-bas, je pense Celui-là que oui, Ouais. ce boîtier-là, et il y a un gyroscope, c'est comme le téléphone, quand il y a un mouvement, et toutes les lumières elles deviennent blanches. Ouais. C'est ça? Ouais, c'est pas grave. Alors, vous avez peut-être sur vos téléphones un truc qui vous permet de faire boussole. Oui. Alors aujourd'hui, je dis aujourd'hui parce que le nord, aujourd'hui maintenant, il me dit, c'est très imprécis, hein, que le nord c'est là-bas. Alors en fait le nord c'est là-bas, hein, mais bon, voilà. Le fait est que lui ici, dans son gyroscope, c'est le même, quasiment le même capteur. Donc si j'aligne mon capteur ici avec le nord à peu près, hein, donc c'est lui là, cette plaque bleue. Si j'aligne doucement avec le nord et que je laisse le temps aux choses de se faire, je devrais avoir normalement un changement. En fait, la couleur des lampes, elle est asservie à la direction à laquelle ce petit module est tourné. Donc vous voyez, là je l'ai remis et puis ça reprend leur couleur. Il y a des capteurs qui sont associés aux prises électriques, donc je suis capable aussi de capter la consommation électrique. Donc c'est vachement intéressant parce que du coup on peut voir l'évolution d'une consommation électrique, par exemple dans une maison, dans une usine, des choses comme ça, voir s'il y a des appareils qui sont défaillants. Oui. La consommation électrique, elle dépend de plusieurs choses. Par exemple, sur un ordinateur, plus on utilise de programmes et plus la consommation électrique elle sera haute. Ouais. Cet ordinateur-là, il est branché sur la prise de droite ici. Donc c'est les deux graphiques d'en bas. Donc il y a le courant et puis la puissance associée. Hein, la puissance électrique, c'est la tension multipliée par l'intensité. Donc là, il y a 0,13 ampères à peu près qui passe. Donc ça correspond à une trentaine de watts. Et effectivement, mon ordinateur, il est donné pour consommer 50 watts au maximum. Et donc là, il est à moitié charge. Ce qu'il est juste en train de faire en ce moment, son gros job, c'est d'afficher ça. Voilà, ce qui lui demande quand même pas mal de temps parce que c'est pas rien d'afficher tout ça en fait. Effectivement, c'est vachement intéressant de se rendre compte de ça. C'est-à-dire qu'un ordinateur, au plus on va le faire travailler, au plus il va consommer. Et inversement, cette consommation, l'observation de cette consommation va nous permettre de savoir si l'ordinateur travaille ou pas. Et j'ai un collègue qui travaille là-dessus, qui est encore plus pointu que ça, qui va, si on regarde vraiment de manière très fine la consommation de l'ordinateur, on est capable de savoir ce qu'il fait. La ligne du dessus, 200 watts. Qu'est-ce qui peut à peu près consommer 200 watts là dans le truc? Ouais. Tous les capteurs rassemblés? Non. Si j'avais des capteurs qui consomment 200 watts, non, c'est énorme. Non. Ouais, c'est le vidéoprojecteur en fait. C'est le vidéoprojecteur qui consomme 200 watts. C'est beaucoup 200 watts ou c'est pas beaucoup? Oui. C'est pas mal. Quoi d'autre qui ferait plus que 200 watts dans la vie de tous les jours? Une machine à laver? Ouais, une machine à laver, au moment où elle chauffe peut-être. Ouais, une télé, ça va dépendre vraiment de la technologie. Hein, des radiateurs électriques, des fers à repasser. Un fer à repasser, c'est combien à peu près? Entre 1000 et 2000 watts. Ouais, un radiateur, 2000, 3000 watts. Un radiateur électrique, c'est pour ça, hein, ça consomme. Hein. 200 watts pour un VP, c'est déjà pas mal. Hein. Parce que 200 watts, c'était le double à peu près des lampes qu'on avait avant, hein, les lampes qui tournaient aux alentours des 100 watts. Maintenant, on a des lampes à LED, des lampes à économie d'énergie qui sont aux alentours de 15, 10 watts. Hein, ça fait vraiment de l'économie, il n'y a pas de souci. Et ici, à 17 watts, ça, en fait, c'est toute l'électronique du boîtier lui-même, que le boîtier. C'est assez faible, mais c'est déjà énorme. C'est-à-dire que si je devais faire fonctionner même juste ce boîtier sur batterie, si je devais le débrancher pour qu'il continue à fonctionner, la batterie, elle ne durerait pas longtemps. Voilà. Donc il y a aussi des problématiques de réduction de consommation d'énergie. Voilà. Et alors les autres capteurs qui sont déployés dans la pièce, eux, ils consomment moins, parce qu'ils ont des technologies qui permettent de consommer moins. Ce qui consomme beaucoup, en fait, c'est l'émission des données. Le réseau Wi-Fi, c'est super consommateur en énergie. Sur les données, il n'y a pas genre, comme une bataille de celui qui ira le plus vite à transférer les données. Alors, ça dépend pourquoi. Si on parle de téléphonie mobile, par exemple, ou d'Internet à la maison, il y a cette bataille dont tu parles. Il faut transférer les données de plus en plus rapidement et de manière de plus en plus fiable.
Cependant, dans le monde des objets connectés, c'est pas trop le problème. Parce que le problème, c'est j'ai envie que mon objet, qui va fonctionner forcément sur batterie, quelque part, il dure le plus longtemps possible. C'est-à-dire que l'utilisateur ne doit pas changer les piles toutes les semaines ou ne doit pas le recharger toutes les 2 heures. Donc là, ce qui importe vraiment, c'est la durée de vie de la batterie. Et les données qu'on a à remonter, en fait, elles sont jamais énormes. C'est toujours des petites valeurs. Hein. Et ces petites valeurs, ben, on va les envoyer de telle manière à ce que on diminue le temps d'émission radio, en fait, d'émission du Wi-Fi. Donc on va attendre d'en avoir un certain nombre pour les envoyer, par exemple, ou on va essayer de les compresser avant de les envoyer pour que ça fasse moins de volume de données, des choses comme ça. Alors la dernière question, j'ai des données que j'ai captées, que j'ai stockées, que j'ai analysées et j'ai fait changer mes lampes, mes effecteurs en fonction de ça. Est-ce que ce processus d'analyse et de changement de lampe, pour vous, c'est de l'intelligence artificielle? Oui. Oui. Par exemple, à cette salle spécifique, on pourra créer des objets qui pourra changer par exemple, des choses, par exemple comme un ventilateur. Par exemple, quand ça dépassera le seuil de par exemple 5 degrés, si ça allumera et essaiera de monter la température, des choses comme ça. Donc tout le monde est d'accord avec ça? Est-ce qu'on peut considérer que c'est de l'intelligence artificielle? Oui, parce que ça prend des décisions aussi. Ça prend des décisions. Ah, ça c'est pas mal. Ouais. J'aime bien ça. Ça prend des décisions, effectivement. Mais pourtant, en fait, si on regarde, si je vous montrais ce que j'ai écrit pour faire ça, c'est quelques lignes de code qui sont pas bien compliquées. Et quand on regarde ça, ouais, ça paraît pas comme super intelligent, quoi. Et pourtant, effectivement, ça prend des décisions. Lui donner des choses qu'elle doit faire, Ouais. des instructions, Ouais. et c'est elle qui décidera de les faire ou non. Mais à ce qui paraît que ça pourrait être dangereux parce que les instructions que vous lui donnez, ben, c'est elle qui pourra les faire toute seule. Ouais, mais alors justement, je crois que tu as donné la réponse dans ta question. C'est-à-dire que tu as dit, on programme, on écrit des lignes de code et on donne des alternatives et elle va choisir une des alternatives. Mais le choix, il est fait aussi sur du code et il est fait sur des événements externes. Alors, pour l'instant, des intelligences artificielles qui soient capables de vraiment prendre des décisions elles-mêmes, on ne sait pas faire et puis on n'a pas envie trop d'en faire. Voilà. Mais c'est une question à soulever. Tu verras, j'ai des collègues qui ont d'autres avis que moi là-dessus. Et... Alors moi, personnellement, je ne considère pas trop ça comme de l'intelligence artificielle vraiment. Mais c'est le début. C'est-à-dire que effectivement, c'est les premiers pas. C'est une espèce d'autonomie d'un objet, c'est-à-dire que ma lampe, elle va vivre sa vie en fonction de ce qu'il y a autour. J'ai plus trop à m'en occuper. Par exemple, celle dont la luminosité change avec la luminosité ambiante, c'est une espèce d'interrupteur crépusculaire, c'est-à-dire que quand le jour se lève, la lampe va s'éteindre, et puis le soir, la lampe va se rallumer quand la nuit va tomber, d'accord? On pourrait imaginer ça sur les lampadaires dans les villes, par exemple. Voilà. Alors, ce qui est des fois fait, mais le plus souvent, les lampadaires dans les villes, en fait, c'est à heure fixe que ça s'allume et que ça s'éteint. Voilà. Mais c'est des débuts, donc effectivement. Et vous allez voir dans les autres ateliers des choses beaucoup plus avancées qu'on peut faire en termes de prise de décision.